Bonsoir, bonsoir, bonjour. Comment allez-vous? De nouveau, mardi 21 h, nous sommes de nouveau dans cet espace psychanalyse pour tous. Psychanalyse pour tous, c'est-à-dire pour tous les professionnels de la santé mentale, on va dire, ainsi que tous les gens qui peuvent s'intéresser pour découvrir un petit peu comment fonctionne cet être humain avec une vision à partir de la science psychanalytique. Bonsoir Ali. Sylvain, bonsoir. Carinette, bonsoir. Donc très bien, vous êtes au rendez-vous. Jessie, bonsoir. Jessica, pardon. Et donc vous allez bien. Donc de nouveau ici dans cet espace de rencontre pour diffuser les textes de Freud. Et Alicia, Sandrine, Isabelle, bonjour de Québec. Donc vous voyez, nous réunissons dans le monde de la francophonie. Bravo, c'est très bien. Donc je m'appelle Clémence Lenis, je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero à Madrid. Et Eugénie, bonsoir. Claire, ouais, bonsoir. Amina, Marie-Thérèse, Gloria, Caroline, Martine, Anne-Sophie, Nadir. Et donc le sujet d'aujourd'hui est très intéressant, n'est-ce pas? Bonsoir Nila. Et Sandra, bonsoir de Franche-Comté. Christophe, bonsoir. Et donc, bonsoir Slaidine. Et Ella, bonsoir Sandrine. Bonsoir à tous. Donc nous faisons les petites présentations avant de commencer. Donc aujourd'hui nous allons voir un sujet qui est un sujet, on va dire, un petit peu épineux. Épineux parce qu'il va nous parler de cette période par laquelle nous sommes. Salmen, bonsoir. Bonsoir Samy de la Tunisie. Jean-Loup, bonsoir. Nassima, bonsoir. Et donc c'est un sujet un petit peu épineux parce qu'en fait il va, comme la majorité des textes de Freud, encore parler de nous tous, d'Abdel, de Patricia, de Laurane, de Kamal, oui, ils vont parler de nous tous, même de moi bien évidemment. Hamza, coucou du Maroc, bonsoir. Nous allons donc voir un petit peu de la Tunisie, Anen, bonsoir, du complexe d'Oedipe, donc, et du complexe de castration. Donc ces deux éléments qui vont constituer, par lesquels tout être humain doit passer, par lesquels tout être humain va passer, et qui va constituer, et qui va l'accompagner, on va dire, toute sa vie. Oumaïma, bonsoir. Gaël, bonsoir. Donc j'ai pris un texte de Freud, de son texte vers la fin de sa vie, en 1938, il a publié un abrégé de psychanalyse en 1938. Bonsoir Sylvie, on vous attendait Sylvie. Donc dans ce texte de l'abrégé de psychanalyse, Freud il va nous parler de la nature du psychique, il va nous parler de cet appareil qu'il a fabriqué, parce qu'en fait c'est un appareil qu'il a fabriqué pour nous montrer un petit peu comment fonctionnait le psychique humain, c'est-à-dire cette nouvelle réalité qui est une réalité dont on ne peut rien savoir si nous ne commençons pas une psychanalyse et que nous pouvons savoir que par ses effets dans la conscience. Véronique, bonsoir. Fabienne, bonsoir. Donc j'ai choisi pour le sujet d'aujourd'hui, donc dans ce multiple texte qu'il présente dans l'abrégé, j'ai choisi donc le texte un exemple du travail psychanalytique. Donc on y va, on va regarder cet exemple. Donc c'est un texte, je vous dis un petit peu, Linda bonsoir, Omed bonsoir, c'est un texte qui est très intéressant, René bonsoir, qui est très intéressant puisqu'il va de nouveau nous parler, Louise bonsoir, de cet appareil psychique et comment donc va s'établir, une fois de plus, il va nous parler de comment s'établit la névrose. Mauric bonsoir, Noah bonsoir. Donc comment s'établit la névrose? Il dit que donc la névrose et la psychose, ou les névroses et les psychoses plutôt,
on va dire, sont les états dans lesquels se manifestent les troubles fonctionnels de l'appareil. Les troubles fonctionnels de l'appareil. Fatim, bonsoir. Et donc il dit que, comme toujours, Freud il va s'intéresser aux névroses, pas seulement dans l'objectif de pouvoir essayer donc d'éliminer ces symptômes que produit la névrose, sinon parce que grâce à la névrose, il va pouvoir nous montrer comment fonctionne cet appareil psychique, c'est-à-dire quels sont les mécanismes. Bonsoir Faustine, Salma, Françoise, Mélie, donc nous sommes déjà 118, vous voyez que le sujet de DIP et de la castration, c'est quelque chose qui nous attire. Donc, et quand il parle de névrose, c'est un petit peu comme s'il mettait une sorte de microscope pour voir, pour mieux voir en fait le fonctionnement de ces mécanismes. Et donc il dit, il va nous dire, il dit donc on va pouvoir à partir de la névrose observer le mécanisme et donc en plus essayer de voir quelle est son origine et quel est son mode de formation, comment elle se forme, comment se forme la névrose. Il dit que les névroses, d'où elles viennent, Jennifer, bonsoir, d'où elles viennent les névroses. Il dit, les névroses, elles n'ont pas bonsoir Pierre, ça va très bien, merci, buenas, et Jennifer, Adèle, bonsoir. Donc il dit que les névroses, on ne peut pas les considérer comme un autre type de maladie dans le sens où elles n'ont pas de cause spécifique comme pourraient l'avoir des maladies infectieuses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un facteur pathogène qui va provoquer ces symptômes. Et il dit qu'en fait, les névrosés ont donc, il dit qu'ils vont présenter des sortes de dispositions innées, non, plus ou moins identiques à celles des autres êtres qui ne présentent pas de nombreux troubles névrosés, on va dire. C'est-à-dire que, et ça c'est très important, c'est que, donc elle dit, la vidéo sera-t-elle enregistrée? Oui, normalement elle reste sur la page de Facebook. Alicia dit, conflit entre le ça et le surmoi. Donc on va voir ici qu'il va parler d'autre chose, Faustine. Et il va nous dire que cet appareil, quand on parle de l'appareil psychique d'un névrosé ou l'appareil psychique d'une personne saine, bah, c'est le même. Ben, Mohamed, bonsoir, c'est le même appareil. C'est-à-dire que chez le névrosé, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un appareil qui est endommagé ou qu'il faut guérir parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Sinon, qu'il va nous expliquer lui, il a bien observé, donc que c'est le même appareil, mais dans certains cas, il va produire des névroses et dans d'autres cas, il va permettre au sujet de résoudre, on va dire, ces problèmes avec plus de facilité. Donc il se pose la question, il se dit, et pourquoi chez les névrosés, la vie est plus difficile, en général, il y a moins de satisfaction, il y a plus d'angoisse, de douleur, donc il se pose la question à savoir pourquoi chez les névrosés, il y a ce type de symptômes, ce type d'inconvénients dans la vie. Et donc, il va dire que c'est une question de quantité. Et ça, il va le répéter plusieurs fois dans le texte, c'est-à-dire que c'est uniquement une question de quantité, d'accord, qui vont produire donc une quantité de quoi? Quantité d'énergie, qui vont être les responsables de ces inadaptations, on va dire, du sujet face à la réalité, non? Les souffrances des névrosés. Et donc Sergio dit, il n'y a pas de normalité. Il dit, nous sommes tous fous. Bon, il y en a qui le sont un peu plus que d'autres, on va dire. Bon. Et ils disent que, donc qu'on va chercher un petit peu d'où provient donc cette différence entre des sujets, non? Qu'il n'y a pas une normalité, mais disons qu'on va dire que la normalité, c'est pouvoir réaliser sa vie, être satisfait avec la vie qu'on fait. Non, on va dire qu'une personne qui ne souffre pas de ces symptômes névrosés, on va le présenter de cette façon-là en disant c'est une personne qui est content ou contente de la vie qu'il réalise. Et parce que penser à un sujet qui
nous sommes mortels, donc de temps en temps nous tombons malades, de temps en temps nous avons un oubli, un lapsus, un acte manqué, bah oui, toutes ces choses-là qui font partie de la vie des êtres humains. Et donc, il dit que la différence est marquée entre une situation et une autre simplement, bien que apparemment c'est simple pour la phrase, mais c'est un peu plus complexe pour l'appareil. Amine, bonsoir. C'est une question de quantité qui va faire la différence entre une personne qui a plus de facilité à jouir de la vie qu'un névrosé qui a plus de difficultés. Et il dit donc, Fram, et dit que donc, les névroses ont des caractéristiques spécifiques. C'est-à-dire que face au travail qui est imposé dans la vie psychique, eh ben, il y a certaines tâches que le sujet doit réaliser dans sa vie psychique dans laquelle il échoue. C'est-à-dire au lieu de trouver une voie pour obtenir une satisfaction, ben, il n'obtient pas de satisfaction, il est obligé de trouver une autre manière d'organiser, on va dire, la satisfaction, la décharge de l'énergie. Et il dit même, le fait d'étudier la névrose, c'est quelque chose qui va nous permettre justement d'apporter des contributions à la connaissance justement de cette normalité. Et Sergio dit qu'apporte à Lacan le partage, l'inconscient, c'est la première maladie du par-l'être. Donc, Saïda dit entre le normal et le pathologique est une question de degré. Donc, nous on dit une question, enfin Freud dit, c'est une question de quantité. Et donc, il dit que peut-être qu'en étudiant à partir donc de la névrose, nous allons étudier le fonctionnement de tous les appareils psychiques, pas seulement l'appareil psychique du névrosé. Et nous allons peut-être découvrir dans tous ces appareils qu'il y a des points faibles de toute organisation normale. Bonsoir Alexandra. Et il va dire une chose qui arrive donc dans la névrose, c'est qu'il y a une demande pulsionnelle, donc dans l'appareil psychique, une demande pulsionnelle, c'est-à-dire que l'inconscient pose pour réaliser un désir, et il se trouve que il n'y arrive pas, il y a un obstacle qui va le faire échouer. Et il va dire donc il y a une époque de la vie à laquelle on peut se référer, donc qui est où prédomine la formation des névroses. Donc effectivement, il va nous parler de cette enfance. Et Rose, bonsoir. Mohamed dit les névrosés sont anti-modèles. Oui, ils devraient l'être, non? Alors après, il y a beaucoup de gens qui utilisent leurs symptômes comme si c'était moi je suis comme ça. Non, je suis comme ça, voilà, je fais ça, non? Comme si c'était quelque chose qui était une caractéristique de sa personnalité, non? Donc ça, c'est quand le symptôme s'est complètement établi dans la vie du sujet et que le sujet se retrouve face au fait que il l'accepte comme quelque chose qui fait partie de ses caractéristiques, de son caractère. Et il dit que donc cette période de la vie où va avoir lieu les premiers symptômes de cette névrose vont être cette première enfance. Et quand il parle de cette première enfance, donc il parle de cette première enfance que nous avons tous oubliée. C'est pour ça que je dis que c'est un sujet épineux, dans le sens où nous allons parler de quelque chose qui a été construit pareil par Freud. Cette première enfance que nous avons tous oubliée, puisque nous sommes passés dans la caractéristique de la sexualité humaine et qui se différencie du développement sexuel de l'animal, c'est elle se produit en 3 périodes, on va dire en 2 périodes. Non, il y a cette première enfance, il y a ensuite la période de latence, c'est-à-dire cette période où on oublie tout et on s'intéresse à autre chose qu'à la sexualité, on commence à s'intéresser à autre chose, et en plus, et après, la 3e partie qui est donc la métamorphose de la puberté. Et Pierre demande si la névrose est une maladie héréditaire. Non, ce n'est pas une maladie héréditaire. Et Alicia dit que la névrose n'est pas une maladie. Moi, je dirais plutôt, Alicia, que quand le patient est en psychanalyse,
il n'est plus malade. D'accord? De la même façon qu'une personne qui est myope, une fois qu'elle met des lunettes, elle n'est plus myope. C'est-à-dire que le psychanalyste, quand il va écouter son patient, il n'écoute pas un névrosé. D'accord? Il écoute un sujet qui parle. Point. D'accord? Ça, c'est très important. Et Foussia, bonsoir. Cynthia, bonsoir. Et Khadija, bonsoir. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à souligner dans le sens où les symptômes, on va dire que la maladie, c'est l'utilisation de ces symptômes. Parce qu'effectivement, on va dire qui n'aura pas un petit symptôme de temps en temps. Après, quand les symptômes s'établissent et qu'ils deviennent donc des traits de caractère, ça devient donc un établissement de la névrose. Bonsoir Capricorne. Mais par contre, quand ce sont des choses qui arrivent donc face à certaines réalités, où il y a donc un mécanisme de défense qui n'est pas tout à fait approprié à la réalité, bon, ça arrive. Et Christophe, bonsoir. Les mécanismes défensifs sont-ils à l'origine de l'orientation d'une structure plutôt névrotique ou psychotique? Les mécanismes de défense, la névrose propose des mécanismes de défense et la psychose, c'est un autre type de mécanisme de défense. Janine, bonsoir. Ibsen, bonsoir. Carinette demande que devient la névrose et les symptômes en fin d'analyse. C'est ce que nous allons voir ce soir, Carinette. Maryse, bonsoir. Donc, elle dit que nous allons nous occuper de cette enfance. Donc, Amine dit, ce n'est pas un signe de bonne santé mentale lorsque vous êtes bien adapté à une société malade. Comment vous pouvez expliquer cette relation? Oui, bon, ça, ce serait un sujet d'une autre conversation, Amine, mais c'est très intéressant. Effectivement, comment ne pas être malade dans une société qui l'est autant? Mais il faut savoir, Amine, que la société, c'est nous qui la faisons. D'où l'importance que chacun doit prendre soin de soi, s'occuper de soi, pour pouvoir donc montrer premièrement que nous ne sommes pas tous des malades, qu'il y a des gens qui le sont beaucoup plus, qui ont beaucoup de difficultés pour vivre, et d'autres qui n'en ont pas autant, qu'il y en a même beaucoup qui peuvent aider les autres. Donc, il va nous dire il a détecté que ces symptômes se produisent dans le début de la névrose commence dans le début cette première enfance. Lui, ici, il parle, il y a plus ou moins jusqu'à l'âge de 6 ans. Et il dit, même si, parce qu'à l'âge de 6 ans, il peut n'avoir aucun symptôme, c'est-à-dire que l'enfant peut grandir d'une façon où les parents ne vont rien trouver d'anormal au développement de cet enfant. Et qu'ils peuvent donc ne rien voir, pas ne rien voir, sinon que réellement il n'y a pas de manifestation de névrotique lors de cette première enfance, mais qui peuvent quand même surgir plus tard. C'est pour ça qu'on ne peut pas Louis, ok, je vous en prie. Donc on va dire, c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir dire, si on fait ça à l'enfant, il va se passer ça, si on fait ça à l'enfant, il va se passer ça. Non, on ne le sait jamais. C'est-à-dire, ce qu'on peut savoir, c'est quand le patient vient en psychanalyse, en parlant, on va pouvoir l'écouter pour interpréter, on va dire, construire cette petite enfance dont nous n'avons plus le souvenir, par exemple. Donc ici, c'est ce qu'il va nous présenter, parce que là, aujourd'hui, dans ce texte, il va nous présenter cette enfance dont nous ne nous souvenons plus, mais par laquelle nous sommes tous passés. C'est fabuleux, non? Oumaïma dit, Madame, s'il vous plaît, une petite question, pourquoi on considère l'association libre la base de la psychanalyse? Bon, ça c'est un autre sujet, Oumaïma. L'association libre, c'est parce que pour que le patient apprenne à parler et qu'il associe librement pour nous montrer. Bon, c'est un autre sujet, pardon, je ne vais pas commencer, il y a beaucoup à voir là pour aujourd'hui, mais c'est très intéressant. Donc, il dit que la névrose infantile peut aussi s'extérioriser durant un bref moment, non, une brève étape, on va dire, ou passer donc complètement inaperçu. Dans tous les cas, il dit, la névrose ultérieure démarre à partir de ce prologue infantile, de cette première étape infantile, ce premier développement. Et Adèle dit, et comment faire pour aider une personne de névrose obsessionnelle? La psychanalyse, Adèle. Il n'y a pas d'autre moyen. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre moyen.
Donc, pour réellement mobiliser l'énergie psychique. Parce que pour avoir accès au psychique de l'être humain, actuellement, il n'y a pas d'autre moyen que par l'interprétation. Et donc, l'interprétation va avoir lieu dans une situation analytique, association libre et transfert, qui sont les deux éléments qui vont participer à cette possibilité, à rendre possible l'interprétation. Et les stades de la libido. Donc effectivement, cette première étape de l'enfance avec la phase ou l'étape orale, l'étape anale, l'étape phallique sont les trois premières étapes. Et ensuite, il y aura l'étape génitale qui va apparaître à l'époque de la puberté, de la métamorphose de la puberté. Bonsoir Soumia. Donc, il dit on peut comprendre très bien que c'est à l'époque de l'enfance que va avoir lieu, en fait, on va dire que va avoir lieu cette étiologie dans le sens où il va nous dire que le jeune moi, le bébé moi, les affections du moi sont beaucoup plus fragiles. C'est-à-dire que le sujet, il a un moi qui est faible, qui n'est pas mûr, qui est incapable de résister et qui très souvent échoue face aux sollicitudes de sa propre pulsion. Attention, ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de sa propre pulsion. Et face à sa demande, il n'arrive pas à se débrouiller et donc il va réagir d'une façon inadéquate. Et Amine dit oui, bien sûr, la société c'est nous, mais reste difficile d'être intégré à cette société plus ou moins malade parce que personne ne veut soumettre à leurs pensées malades sinon. Alors Faustine demande est-ce que les autres techniques comme EMDR ou l'hypnose peut-elle aussi mobiliser l'inconscient et arrêter les symptômes? Peuvent arrêter les symptômes, mais non, ça arrêter les symptômes c'est une possibilité dans certains cas, mais c'est pas tout le temps. Mais mobiliser l'inconscient, non. L'accès à l'inconscient, c'est uniquement par l'interprétation. C'est la production de l'inconscient. C'est-à-dire que l'inconscient n'existe pas a priori si, et il va exister avec la possibilité d'une production. Et donc effectivement, il y a beaucoup de techniques, non? Il y a même des petits médicaments qu'on peut prendre pour éliminer les symptômes, mais ça ne transforme pas, ça ne modifie pas la structure qui fabrique le symptôme. Parce que la névrose, en fait, c'est une structure qui fabrique les symptômes. Si moi je pars en vacances comme maintenant, en plein confinement, et que je vais faire un beau voyage au soleil, bah, je vais revenir, je vais être bien mieux, j'aurai bien éliminé de nombreux symptômes. Mais dès que je reviens, bon. Et donc, il va nous dire qu'effectivement, il y a parfois, durant le développement donc, de cet enfant, bonsoir Fernand, il y a des demandes pulsionnelles intérieures et ou peut-être aussi des excitations qui viennent du monde extérieur, qui vont se présenter sous des caractéristiques qui vont s'appeler comme des traumatismes et qui vont donc favoriser d'une certaine façon certaines dispositions après à la névrose. Parce que face à cette impossibilité de décharger cette énergie face à une grande excitation, donc que la pulsion, face à la demande de la pulsion d'être satisfaite, le moi, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, comme il ne sait pas prendre son chemin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de fuir. Donc, Yana dit avec EMDR, les associations libres se font aussi. Si, les associations libres, elles peuvent se faire. Mais il faut qu'elles se fassent en transfert, il faut qu'il y ait interprétation, et une interprétation psychanalytique. Mourad, bonsoir. Parce que ici, nous sommes dans le terrain de la psychanalyse. D'accord? Donc, dans le terrain de la psychanalyse, nous savons aujourd'hui que c'est un terrain qui va faire référence, donc qui nous parle de notre appareil psychique. Donc, il dit que quand le moi face une difficulté, ce qu'il fait, beaucoup d'adultes continuent à faire encore aujourd'hui, c'est-à-dire que face à la difficulté, le moi, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Et comment il fait? Le moi pour fuir, parce qu'on ne peut pas fuir de soi-même. Il n'y a pas de possibilité. Donc, qu'est-ce qu'il fait le moi pour fuir? Il va réprimer. C'est-à-dire que face à un désir qui demande d'être extériorisé et que le moi lui dit « pas question, tu ne peux pas extérioriser ça », ce que va faire donc le moi, c'est qu'il va réprimer. Il va réprimer, c'est-à-dire envoyer dans l'inconscient ou dans le préconscient
ces informations qui ne sont pas, ces désirs qui ne sont pas tolérés par la conscience. Non, et que c'est ce qu'il va commencer à faire dès son plus jeune âge. Non, et qui donc vont provoquer évidemment de grandes restrictions, et qui, certaines restrictions, quand ça arrive dans l'enfance, peuvent devenir des restrictions définitives dans le développement ultérieur, définitives sans psychanalyse. D'accord? Sinon, l'énergie peut être libérée dans les traitements psychanalytiques. Et donc il dit que les dommages, on va dire les dommages ou le mal dont souffre le moi sous les effets donc de ce premier vécu, de cette première époque, il dit ça peut paraître complètement démesuré. Et il dit et pourtant, effectivement, c'est quelque chose de complètement démesuré pour le sujet, dans le sens où il va faire référence un petit peu, Simona, bonsoir, il va faire référence, Freud, à ce premier vécu, qu'on appelle ce premier vécu traumatique, et qui font référence donc non, pas tout à fait. Donc il dit que, en fait, ce sujet, ce bébé qui arrive dans le monde, alors déjà il arrive dans un monde d'êtres humains. Donc, au milieu d'êtres humains, hein, il va être constitué par cette langage. Il va apprendre la langue maternelle sans s'en rendre compte, il va apprendre à faire plein de choses. Non? Pourquoi? Parce qu'il voit ce qui se passe autour de lui. Donc à partir de là, il va commencer à se civiliser. Pierre demande comment faire une thérapie pour une personne qui souffre de la névrose. Demandez les services d'un psychanalyste. Bouchera, bonsoir. Et donc il dit que le sujet doit, le bébé, il faut le savoir, va devoir passer par une grande quantité, on va dire dans une grande quantité, pour se civiliser, non, comme nous le savons tous. Et la vie vivez-vous, bonsoir. Et donc, il va devoir passer par tout ce processus, ce long processus pour arriver à se civiliser. Non? Et Freud, il souligne, donc en 1938, vers la fin de sa vie, pour montrer, on va dire, parce qu'il a vu que dans chaque être humain, il y a de nouveau le parcours qu'a fait toute l'humanité. C'est-à-dire que le bébé, il va devoir repasser par toutes ces croyances, les croyances des bébés, donc qui pensent que ils sont les seuls au monde, par exemple, et toutes ces croyances par lesquelles l'être humain, cet être primitif et cet être moins primitif et tout ce trajet de civilisation, tous les êtres humains vont devoir passer donc dans un temps record par tout ce phénomène. Pourquoi? Pour le transformer en un être humain qui puisse vivre au XXIe siècle. Donc nous voyons que Bouchra, je vous en prie. Merci à vous. Donc, on va voir que c'est une abréviation, Alison, bonsoir, une abréviation qui est impressionnante, d'accord, pour pouvoir fabriquer, donc, pour qu'il puisse passer par cette évolution culturelle humaine. Et donc, il dit que donc, dans cette évolution, donc, non seulement il va y avoir cet apprentissage qui va se faire d'une certaine façon automatique. D'ailleurs, on va recommander aux parents de laisser les enfants grandir un petit peu comme ils veulent et d'intervenir seulement quand ça devient dangereux, mais sinon qu'ils ont une grande capacité d'apprentissage et ils se rendent compte de tout ce qui se passe autour d'eux. Il dit, donc d'un côté, il y a cet apprentissage culturel de la civilisation qui va se faire pratiquement, que c'est le travail de l'enfant qui va le faire, et d'un autre côté, bien sûr, qui va être aidé par la société qui va intervenir en lui disant voilà comment tu dois grandir, voilà comment tu dois faire, etc. Donc quand on arrive à l'école, et puis d'un autre côté, cette influence des parents qui vont venir aussi aider l'enfant, on va dire, à restreindre toute son activité, à imposer des interdictions, des punitions, et pour l'aider, en fait, c'est terrible, mais c'est l'aider à stimuler, à s'imposer les répressions. Parce que bien sûr que si nous n'étions pas avec autant de répression, on serait, vous imaginez quoi, des sauvages. Non, on serait facilement des sauvages, c'est-à-dire des gens qui
veulent satisfaire leurs désirs, quels qu'ils soient, et tout de suite. Non, parce qu'on va dire qu'un sauvage, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il a un désir, et il ne cherche pas à savoir si c'est bien ou mal, si ça va convenir ou pas convenir, sinon qu'il va chercher à le griser à bonsoir, à le satisfaire tout de suite. Et alors il dit qu'évidemment, nous pouvons penser que le barbare, que pour lui, c'est un petit peu plus facile de sortir de ce développement et d'être une personne qui se présente plus sain que pour l'homme civilisé. C'est-à-dire que pour l'homme civilisé, il y a un grand travail qui est fait de répression. Hein. Donc il dit que on va voir qu'il est nécessaire de pouvoir fabriquer un moi fort et libre d'obstacles, et pour pouvoir donc vivre parmi les autres, Et donc, je répète, l'étiologie de la névrose vient de cette situation constitutive de l'être humain, c'est-à-dire que c'est ce caractère biologique de l'espèce humaine, c'est-à-dire que c'est un enfant qui va avoir besoin de vivre de vivre bien plus longtemps avec ses parents, c'est-à-dire qu'il existe une grande dépendance infantile des enfants face aux parents que n'importe quelle autre espèce animale. Donc on dit que ça va être quelque chose, enfin Freud dit que ça va être une des raisons qui va favoriser la possibilité des névroses. Non, c'est-à-dire, et je ne parle pas de ces jeunes qui à 30 ans vivent encore avec papa et maman, sinon que je parle de toute cette période de ce déroulement normal, c'est-à-dire même si le jeune a 18 ans, il prend ses clics et ses claques et il s'en va. Non, que je veux dire, il est quand même passé par cette longue période de dépendance infantile qui va laisser des traces, parce que Freud dit, voilà, cette période va laisser des traces, et que sans psychanalyse, ces traces peuvent se maintenir pendant toute la vie du sujet. Et donc il va nous dire, donc quand ces pulsions veulent être satisfaites, très souvent, il y a des obstacles, dans le sens où il va nous parler, dans ce développement infantile de cette première enfance, il va dire que la pulsion, elle apparaît comme partielle, c'est-à-dire qu'il y a premièrement une satisfaction avec la pulsion orale, où le bébé ne connaît rien d'autre que tout ce qui passe par sa bouche, le reste, ça n'existe pas. Après, il y a cette autre partie de la pulsion anale, et après, il y a cette époque de phallique. Et donc, ce sont, on va dire, des époques de développement où les pulsions sont partielles, c'est-à-dire qu'elles sont divisées. Et ce qui se passe à l'âge adulte, on va dire dans la normalité, ce qu'on pourrait appeler de normalité, c'est qu'il y a la possibilité de réunir toutes ces pulsions partielles pour n'avoir qu'une seule pulsion et de satisfaire cette pulsion qui a ses différentes, on va dire, ses différentes facettes. Et René dit dépendance infantile, affective et toute la problématique entre le moi et le surmoi face au ça. Oui. Mais vous deviez avoir des raisons, Louise, pour partir à 39 ans. Alors, donc, il va nous dire que le symptôme du névrosé, face à ces exigences de la pulsion, qui va lui demander, donc on parle de l'âge adulte, face à cette pulsion qui pourrait être satisfaite d'une manière ou d'une autre, face à son incapacité de satisfaire cette demande pulsionnelle, il y a un retour, donc on va dire un retour dans le passé qui revient sur ces pulsions partielles. Non, on voit la personne qui a tendance à boire ou à mettre des choses dans sa bouche, que ce soit par la cigarette ou par l'alcool, on voit qu'il y a une satisfaction de cette pulsion orale. D'accord ? On voit donc qu'il y a division de cette pulsion. Et qu'ils vont provoquer... Alors, Amine continue avec son sujet. C'est quoi la relation entre l'homme civilisé et la névrose actuelle ? C'est que la société est névrosée. Non ? La société, elle est névrosée ou elle est...
psychotique ou elle est perverse, non? Je ne sais pas trop. Mais disons que, dans le sens où oui, nous vivons dans une société qui est très malade. C'est pour ça que nous devons prendre soin de nous, que ça doit commencer par nous, que la société elle est très malade et que nous n'allons pas pouvoir avoir accès pour la guérir. Donc il dit que le symptôme, c'est une satisfaction substitutive d'une pulsion sexuelle. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une demande de réalisation d'une satisfaction sexuelle, comme on avait déjà vu la fois dernière, quand on parle de sexualité en psychanalyse, on parle d'une sexualité ample, bien que là, Freud, il parle de cette sexualité infantile. D'accord? Et donc, le symptôme va être une satisfaction substitutive, donc je ne peux pas satisfaire directement comme je le veux, donc je vais prendre un autre chemin et je vais fabriquer autre chose, mais qui va satisfaire l'appareil, l'énergie de l'appareil psychique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une satisfaction dans la réalité, il y a une satisfaction dans l'appareil psychique. Et en plus, il dit que le symptôme, c'est pas seulement ça, sinon qu'en plus, c'est accompagné, non, dans le résultat du symptôme. Le symptôme, c'est d'un côté le travail pour obtenir satisfaction, c'est-à-dire décharge de l'énergie, et d'un autre côté, c'est comme une sorte de transaction, parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est empêcher cette satisfaction. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de punition que le sujet s'impose à avoir désiré ce qui n'était pas autorisé. Donc, Raina dit, c'est quoi l'explication de fixation et de régression et quand est-ce que c'est pathologique? Quand il y a fixation de la libido, en général, c'est pathologique. La régression, ça peut être un mécanisme tout à fait normal, c'est pas obligatoirement pathologique. Sylvie demande pourquoi n'arrive-t-il pas à répondre à sa pulsion, le bébé, l'enfant? On y va, Sylvie, on y va, je vais vous montrer, je vais vous montrer. Donc, Jennifer dit pulsion de vie et pulsion de mort. Oui, exactement. Et Eros et Thanatos. Donc, et il dit que la majorité des tendances de la vie sexuelle sont de nature purement érotique. Mais pas tout à fait purement, sinon qu'elles peuvent être des fusions de différents éléments érotiques. Donc, et il va nous dire... donc, Amine, donc pour faire ça, il dit en plus dans la société, parce que la société, elle ne veut pas s'occuper de la psychanalyse, parce qu'elle sait que la psychanalyse, d'une certaine façon, va la dénoncer. Donc, elle préfère, donc, comme le patient lui-même, comme le patient qui ne veut rien de savoir non plus de ce qui a provoqué ces symptômes, puisque c'est le résultat de quelque chose qu'il n'était pas capable, auquel il n'était pas capable de faire face. Et donc il va dire que dans la société, toute la partie sexuelle, c'est quelque chose qui a été complètement tabou. C'est encore aujourd'hui, la sexualité, c'est encore quelque chose de tout à fait tabou. Tout ce qui concerne le sexuel, c'est quelque chose qui est encore tabou. Donc obligatoirement, tant de limitations, parce que quand on parle de la sexualité qui est tabou, c'est être capable de parler de sa sexualité. Et quand on dit parler de sa sexualité, c'est pas raconter ce qui est arrivé hier soir quand j'ai rencontré un tel ou machin. Non, sinon c'est pouvoir développer, on va dire, d'autres choses face à sa sexualité. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement tabou. On ne parle pas de sa sexualité. Et donc, cette première enfance, d'ailleurs, la psychanalyse aussi vient déranger, puisqu'elle vient parler de cette première enfance qu'on a oubliée, et qu'en plus, qui fait référence complètement à cette première découverte donc, du sujet sur cette sexualité. Donc, sur cette première période de l'enfance, le moi va le moi, c'est une partie du ça qui était, le ça en contact avec le monde extérieur. Il va fabriquer, on va dire, un moi, cette autre partie du ça qui va être en contact avec le monde extérieur, parce que le ça n'est pas en contact avec le monde extérieur. Et qu'il va donc y avoir ce premier développement de la sexualité qui va finir avec la période de latence, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va venir mettre un terme à cette sexualité infantile, et qui va provoquer donc une période de latence et qui va permettre au sujet de tout oublier. Tous ces fantasmes infantiles,
tous ces désirs infantiles, il va tout oublier. Mais oublier, ça ne veut pas dire éliminer. Sinon que oublier, ça veut dire réprimer, ça veut dire c'est justement ce que la psychanalyse étudie, parce que la psychanalyse, elle étudie quoi? Elle étudie le désir sexuel infantile réprimé. Sylvie dit il faut trouver un moyen terme entre répression civilisatrice et la névrose. Donc oui, effectivement, donc il y a... mais je pense que la répression civilisatrice, le problème c'est qu'elle se fait au niveau de la parole, non? Ne dis pas ça, mais enfin, ne dis pas ça. Non, je veux dire que nous avons dans notre manière de parler, il y a des choses qu'on n'aime pas entendre, il y a des choses qu'on n'aime pas, on nous répète. Je veux dire que nous-mêmes, nous avons des difficultés à faire face à certaines phrases, parce que la répression civilisatrice, ce serait celle qui nous permettrait de parler en toute liberté de n'importe quoi, non, de nos fantasmes. Bon, le lieu de la psychanalyse est donc un lieu tout à fait propice à ça, puisque c'est ici, nous avons pleine liberté pour parler de ce qu'on veut, ou plutôt pour apprendre à parler et découvrir un petit peu plus de liberté dans notre manière d'utiliser cet instrument, ou de se laisser utiliser par cet instrument qui est le langage. Amine dit oui, il est encore tabou, si pour cela on a toujours cette perplexité de parler. Donc Alicia dit le ça est intemporel, il n'a pas de limite. Donc le ça est intemporel, et l'intemporel, ça veut dire que tous les temps existent dans le ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le sujet peut présenter à n'importe quel moment un petit enfant de 5 ans ou un vieux, ou que c'est quelque chose qui n'a pas, qui est surprenant, puisque tous les temps vivent en même temps dans l'inconscient. Gal dit la latence permet les apprentissages. Donc la latence est une période, oui, on n'est pas contre la période de latence. De toute façon, on n'est absolument pas contre avec ce développement de l'être humain, cette première enfance, cette période de latence, et puis cette période, cette métamorphose de la puberté, qui est quelque chose donc par lequel tous les êtres humains vont passer. D'accord? Et donc, effectivement, cette période de latence et tout ce désir, toutes ces questions que le petit enfant avait sur tout ce qui correspondait au sexuel, après la répression primordiale, tout ça, ça va se déplacer, il va commencer à s'intéresser à beaucoup d'autres choses. D'accord? Mais c'est son intérêt pour la sexualité qui va être déplacé. C'est pour ça qu'on dit que chez l'être humain, tout est sexuel, puisque tout commence à partir de là. Le petit enfant va se poser la question, quand il va dire d'où viennent les enfants là? J'ai vu la maman a un gros ventre, et ils vont commencer leur investigation. Leur investigation, à savoir d'où on vient. Ça, c'est la première question que vont se faire, que nous nous sommes tous faits, et que tous les enfants se font. Mais comme ils n'ont pas tous les éléments nécessaires pour répondre, ils vont échouer. C'est-à-dire que cette investigation sexuelle va échouer. Parce qu'ils ne savent pas que le vagin existe, ils ne savent pas que le sperme existe, ils ne savent pas que l'érection existe, donc ils n'ont pas de réponse. Et donc ils vont se donner des réponses qui vont toujours être erronées. Et donc c'est pour ça qu'il va y avoir cette trace d'échec, on va dire cette trace d'échec, et qu'après le sujet peut traîner toute sa vie en disant de toute façon moi je suis nul, je suis capable de rien. Parce qu'il parle de quoi? De cet échec dans son investigation sexuelle lors de cette première enfance. Non, comme il y a un déplacement, non, on va dire. Alors, mais donc il va nous dire... Il dit que l'expérience analytique nous a convaincus de la pleine véracité qui vient nous dire que l'enfant serait psychologiquement le père de l'adulte. C'est-à-dire que l'enfant va nous accompagner toute notre vie. Ibsen demande comment répondre à cette question d'où on vient. D'où on vient? Écoutez, on vient du papa et de la maman. Non, on est le résultat d'une relation sexuelle entre papa et maman. D'accord? Et c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait toléré, on va dire, par les névrosés en général. Mohamed, désir réprimé et genèse des fétiches, objet de la nature.
Donc, bon, on va pas tout mélanger, Mohamed, on continue. Et donc, il va nous dire bon, que cet enfant va continuer à vivre avec nous, c'est-à-dire que ces désirs sexuels infantiles réprimés, ils vont vivre avec nous pendant toute notre vie. Après, il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire non, avec ça. Donc, et il va nous parler de l'influence de ce qu'on appelle les traumatismes de cette première enfance. Hein, les traumatismes de cette première enfance. Donc, il va dire que ça existe encore trop souvent, c'est-à-dire ces abus sexuels qui ont été commis par des adultes envers des enfants. Il va parler aussi de cette séduction qui existe entre des enfants qui sont plus grands vis-à-vis des plus petits, entre les frères et les sœurs, où il y a aussi c'est-à-dire ces premières relations sexuelles qui vont exciter de façon démesurée l'enfant et qu'ils vont laisser des traces pour cette excitation avec laquelle il n'a pas été capable de réagir face à cette, non, on parlait de ce moi qui était faible, et donc face à cette augmentation d'excitation, il ne va pas savoir réagir. Alors, Ottman dit est-ce que l'absence d'un ou des deux parents biologiques conditionne le développement psychosexuel de la personne. Donc, il y a toujours des gens qui vont s'occuper des enfants. D'accord, si un enfant, un adulte arrive à l'âge adulte, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est occupé de lui. Et on va prendre que ces personnes qui se sont occupées de lui, ce sont ses parents, simplement. D'accord. Alors, Christophe dit nous sommes le fruit d'une pulsion. Non, nous sommes le fruit d'une rencontre entre un homme et une femme, Christophe. Entre un homme et une femme. Donc, Jennifer dit inceste et incestuel racamier. Je ne sais pas ce que c'est. Pardon. Et donc, il va nous dire que, et en plus, il y a une autre chose, donc il y a ces cas d'abus, de séduction qui sont tout à fait fréquents dans ce développement, parce qu'il faut voir que le développement de cette enfance est assez long. Et il va faire référence aussi à qui arrive assez souvent, c'est que les enfants vont, d'une façon ou d'une autre, se retrouver face à relations justement sexuelles de leurs parents, qui vont voir par le trou de la serrure, qui vont écouter dans la chambre d'à côté, ou il y a encore des parents qui font dormir les enfants dans la chambre, quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge, les enfants, non, même très petits, même les bébés, je veux dire qu'ils ont des répercussions qu'on voit après à l'âge adulte qui peuvent apparaître. Non. Et donc, il faut faire, je veux dire que la sexualité, il faut penser que la sexualité à l'âge adulte, elle a un pouvoir énorme que l'enfant n'est absolument pas capable de dominer. Donc, face à cette augmentation de cette effervescence sexuelle qu'il retrouve chez l'enfant il ne sait pas quoi en faire. Non. Donc, obligatoirement, ça va laisser ensuite des traces. Mais il dit, mais tout ça, ce sont donc des faits, du vécu, on va dire, du vécu. Mais Freud, il va dire, mais c'est pas le plus important. Parce que le plus important, c'est vraiment le vécu qui est constitutif, quelque chose qui est général, qui est pour tout le monde. Et c'est là où il va faire référence au complexe d'Oedipe et au complexe de castration. On y arrive, on y arrive. Alors dépêchons-nous parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Donc, il va dire que on va s'occuper de cette situation qui touche tous les enfants et que tous les enfants sont condamnés à expérimenter et qui peut provoquer donc une irrémédiable, il va dire, prolongation de la dépendance infantile, donc qui vient de cette dépendance prolongée infantile de la vie en commun avec les parents. Et donc il va dire le complexe d'Oedipe. Donc là dans le texte, il va nous rappeler un petit peu cette histoire de Sophocle, sur Fram demande comment vous expliquez l'homosexualité par rapport au complexe d'Oedipe. Donc ça c'est un autre sujet. Fram dit pour les enfants de mères porteuses, pour soit de père ou de mère. Écoutez, il faut étudier les cas. Non, parce que le plus important, c'est que les parents ne soient pas touchés par la névrose. Ça va être déjà le cas le plus important, qu'ils soient 2, qu'ils soient 3, qu'ils soient 5, qu'ils soient masculins ou féminins, ça n'a pas trop d'importance. Ce qui est important, c'est que ce ne soient pas des sujets qui soient obstaculisés par leur névrose. Et donc, il va nous dire que tous... Ah merde.
Vous êtes là? Moi aussi. Bon, alors je ne sais pas, je crois que c'est moi qui ai mis une petite interruption. Donc, on y va, on continue. Donc, il va dire que quand on va parler donc de ce développement chez le petit garçon et chez la petite fille. Il dit, il faut savoir que nous sommes tous et féminins et masculins. Et masculin et féminin. C'est-à-dire que nous avons, heureusement, la possibilité de ne pas être déterminés uniquement par notre situation biologique. Sinon que l'être humain, ben, il est beaucoup plus que ça. Et donc, il va nous expliquer que chez le sujet, il va y avoir deux développements qui vont être nécessaires d'être réalisés. Un développement qui va partir à partir du petit garçon, qui va nous expliquer à partir du garçon, et une autre partie qui va nous expliquer à partir de la petite fille. Elle dit, a priori, à l'époque de l'enfance, on va considérer que tout ce qui est masculin, c'est en référence avec ce qui est fort et actif. Et ce qui est féminin, c'est ce qui est faible et passif. D'accord? Ce sont des idées des enfants. Les enfants, ils pensent le masculin comme ça et le féminin comme ça. Ce sont les enfants. Et René parle de la bisexualité psychique chez Freud. Ok. Donc, bon, c'est plus que psychique. Non, c'est plus que psychique, René. Dans le sens où cette bisexualité, vous devez savoir que tous les enfants, les garçons et les filles, sont amoureuses du père et amoureuses de la mère. D'accord? Donc, on va dire, on y va, on continue, ça marche. Bon, il y a des petites interruptions, excusez-moi. Donc, il va nous dire que dans le développement pour le petit garçon, donc j'espère qu'on arrivera à finir avec le développement de la petite fille, et il dit que le premier objet érotique pour l'enfant, c'est-à-dire le premier objet dont il va tomber amoureux, c'est le sein maternel. Le sein maternel qui lui donne à manger. C'est-à-dire que l'enfant, il ne tombe pas amoureux parce que sa maman est belle, sinon il va tomber amoureux parce que sa maman s'occupe de lui. Et son premier objet, c'est le sein maternel qui l'alimente. Et à partir de là, va naître l'amour. Donc l'amour qu'il a d'une certaine façon, pour ce sein maternel, va se déplacer ensuite à la personne qui lui donne le sein, d'accord? Puisqu'elle vient satisfaire ses besoins alimentaires. Et il va nous expliquer qu'au départ, l'enfant, il ne fait pas la différence entre son corps et le corps de la mère. Non, c'est petit à petit, ça va être aussi faire partie d'un apprentissage où quand il va se rendre compte qu'on lui enlève, qu'on lui remet, qu'on lui enlève, qu'on lui remet, il va se rendre compte que quand il pleure, ben on lui remet, tout ça. Donc petit à petit, il va apprendre qu'il y a un extérieur, une partie extérieure qui va apparaître et qui va pouvoir apparaître comme objet. Et c'est cet objet, donc ce premier objet, et qui va donc représenter après la mère, dont il va être donc bien évidemment amoureux, puisqu'elle vient satisfaire. Donc on va dire qu'il va être amoureux parce qu'elle vient satisfaire la petite fille comme le petit garçon. D'accord? Toute cette première enfance, le garçon et la fille vont passer par les mêmes stades. Donc, et on va voir que d'un autre côté, on va dire que la mère va se transformer aussi en première séductrice de l'enfant. Une chose qui est importante, c'est-à-dire qu'elle, comme elle va s'occuper de lui, qu'elle va le soigner, qu'elle va le caresser, qu'elle va le baigner, etc., elle va apparaître comme une sorte, d'accord? C'est-à-dire que on va considérer qu'il y a comme un répondant, c'est-à-dire que la mère n'est pas complètement indifférente. Bon, à partir de cette situation, l'enfant, il va se rendre compte donc il reçoit des excitations, que la réalité extérieure lui provoque des excitations. Et face à ces excitations, il va commencer à se toucher, on va dire à se masturber, cette masturbation infantile, qui va commencer à se masturber. Pourquoi? Pour décharger cette excitation. Et donc, ce sont des excitations dans cette première enfance, c'est des excitations qui viennent de ses premiers amours, c'est-à-dire de son papa, de sa maman, et de ses relations amoureuses qu'il a avec ses parents. Et donc, il va même nous ramener ici dans le texte un texte de Diderot qui dit que l'enfant, si on le laissait libre, il dit, il ferait exactement comme Oedipe, c'est-à-dire qu'il tuerait son père pour coucher avec sa mère, et que ses passions sont aussi fortes que ça. C'est-à-dire qu'on a tendance à ridiculiser un petit peu ces
ces désirs infantiles parce qu'ils sont infantiles, mais c'est pas parce qu'ils sont infantiles qu'ils sont moins forts, ils sont aussi très forts. Et...